Tout d'abord, donc bonjour, je m'appelle Charles Fent, je vais être avec vous pour les prochaines 30 minutes pour essayer de voir un petit peu euh, ensemble le sujet du jour qui est MIoT dans la série des technologies radio pour compteurs intelligents. Euh, euh, donc j'ai préparé un petit PowerPoint pour essayer d'exposer un petit peu les grandes lignes de qu'est-ce que MIoT, comment ça marche. Quels sont les avantages et les inconvénients de la technologie. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat. Euh, si si c'est possible, j'essaierai d'y répondre tout de suite, tout de suite. Sinon, vous inquiétez pas, on prendra le temps à la fin de la présentation pour répondre aux questions. Normalement, il y a un petit peu de temps à la fin pour répondre aux questions. Mais si c'est juste des petits points de détail, j'y répondrai directement. Donc, soit vous attendez la fin pour poser vos questions, soit vous les notez, j'ai envie de dire, dans le chat dès le début pour pas l'oublier. Et voilà. Donc, je m'appelle Charles Fent. euh, je suis chez Deal Metering maintenant depuis à peu près 11 ans. Et je travaille sur la technologie MIoT depuis un peu plus de 8 ans. Donc, normalement, je connais assez bien le sujet du jour. Et donc, on va essayer de voir ça un petit peu ensemble aujourd'hui pendant la prochaine demi-heure. Donc, la première question, de quoi on parle quand on parle de MIoT? Euh, il faut comprendre qu'au départ, MIoT, c'est une technologie radio qui a été développée par l'Institut Fraunhofer en collaboration avec Deal Metering. Deal Metering et Fraunhofer travaillent ensemble depuis pas mal d'années. On a toujours déployé ensemble nos avancées en termes de technologie radio. Et MIoT était tellement bon qu'on a souhaité le partager et pas le garder que pour nous. Donc c'est un standard de l'ETI. Il suffit de chercher sur Internet standard ETI 103.357. C'est un standard qui est parfaitement ouvert. Euh, on parle ici de LP WAN, donc on parle d'une technologie radio à grande portée. Il faut compter, j'ai envie de dire, au moins une bonne dizaine de kilomètres, hein. Donc c'est pas genre Bluetooth ou Wi-Fi, hein, c'est vraiment longue portée. Euh, cette technologie radio est conçue pour avoir un impact le plus faible possible sur d'éventuels équipements qui fonctionnent sur batterie. On fonctionne sur la bande ISM, donc il y a plusieurs possibilités, principalement sur la bande des 868 MHz. Il y a aussi une version pour la partie 434. Euh, pour d'autres pays comme les États-Unis, on va être sur la bande des 915 MHz, mais c'est une bande qui est libre d'utilisation avec des puissances limitées, mais libre. L'idée étant d'avoir son réseau privé, c'est-à-dire qu'on va être propriétaire de son infrastructure et on va pouvoir opérer son réseau sans avoir de dépendance à des tiers. Ce qui est par exemple le cas quand on utilise des technologies du genre LTE. Euh, En gros, donc on est sur quelque chose qui a quand même une très grande portée. On va avoir des concurrents directs comme LoRa ou Sigfox, euh, mais avec des débits de données faibles. On est très très loin de la 5G, hein. On a des débits de données relativement faibles et c'est avant tout un problème de consommation électrique en fait. Donc on va être sur une technologie radio qui va être très adaptée pour les cas d'usage de type capteur, pour les cas d'usage de type compteur, où on va avoir de faibles lots de données à devoir transmettre jusqu'à un service centralisé. Donc les cas d'usage standards pour cette technologie, ça va vraiment être Smart City, Smart Metering, Smart Industry, euh, tout ce qui va permettre de collecter les informations de petits équipements qui vont être disséminés dans l'environnement. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on avait un réseau privé. Donc c'est vraiment, on est maître de son déploiement, on est maître de ses équipements,
on n'est pas tributaire d'une infrastructure existante qui va être à payer via une carte SIM, un abonnement ou quoi que ce soit. Et on n'est pas non plus sur une technologie propriétaire, on est sur un standard ouvert. Dans le cadre de LoRa, en gros, il faut une stack de Semtech, il faut un morceau de silicone qui contient la propriété intellectuelle de Semtech pour être capable de faire du LoRa. Là, on va vraiment être sur un standard ouvert qui permet d'avoir énormément de flexibilité sur la façon dont on va pouvoir déployer et intégrer la technologie. Donc en fait, on va vraiment être là ici euh, sur un système qui va être capable de fonctionner sur à peu près n'importe quel chip et il y a moyen de proposer une stack radio pour énormément de chips et donc on va pouvoir transformer également des composants existants qui n'avaient pas été prévus pour MyOT pour pouvoir les transformer en équipement MyOT. Donc, au final, on a une technologie radio, basse consommation, longue portée, conçue pour des équipements principalement tournant sur batterie et qui vont être disséminés dans l'environnement pour être capable de les récolter et de traiter les données associées. Comment fonctionne MyOT? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant MyOT, les technologies radio fonctionnaient sur un principe très simple. On a besoin d'émettre, on ouvre une fréquence, on encode ce que l'on veut envoyer sur cette fréquence-là et on éteint la communication à la fin du message. Ce message est donc transmis en une fois et cette transmission en une fois euh, va faire en sorte que la technologie va être, j'ai envie de dire, très dépendante de est-ce que le canal est disponible pour moi. En gros, si jamais il y a une interférence qui vient, si jamais il y a un problème lié à une réflexion, à une répétition, à l'utilisation du canal par quelqu'un d'autre, on va avoir des collisions qui vont faire qu'on ne va pas être capable de comprendre la technologie, on ne va pas être capable de comprendre la trame radio qui va être émise, et au final, on va perdre la donnée. Ce qui veut dire qu'on va être obligé d'émettre l'information plusieurs fois si on veut être sûr que la donnée est transmise. Et, et sinon, l'information, elle est perdue. Dans le cadre de MyOT, on a une approche qui est totalement différente. On va, créer une redondance au niveau de la transmission. Donc, on va émettre une trame radio va contenir plusieurs fois le système. Et surtout, on va découper cette information en plein de tout petits blocs qu'on va transmettre sur des canaux différents. Et en fait, la présence d'une interférence va détruire des petits paquets, des bursts qu'on va envoyer, mais grâce à un système de reconstruction du message de l'autre côté, en fait, on va être capable de comprendre le message quand même, et au final, on n'aura pas perdu l'information. Et c'est ce qui fait la technologie aussi robuste. Donc, c'est une technologie brevetée qui permet de garantir pratiquement la transmission de l'information. Dans le principe, on va utiliser différentes fréquences qui sont dans une bande de 100 kHz, donc on ne va pas être vraiment sur quelque chose de très large, mais suffisamment pour que d'éventuelles interférences soient sur une fréquence en particulier, soit sur un temps particulier, ne vont pas perturber la transmission du signal. En gros, pour faire simple, pour envoyer une trame d'une dizaine de caractères, le temps d'émission va rester très très faible, de quelques dizaines de millisecondes, mais on va transporter cette information sur un slot de 3 à 4 secondes par petits morceaux en fait, qui vont venir se fragmenter sur les différentes fréquences et dans le temps. Et c'est comme ça en fait qu'on crée la robustesse au niveau de la transmission. Bien évidemment, chacun des éléments a une certaine redondance en soi, ce qui fait qu'on peut perdre jusqu'à 50% des éléments. Et c'est ça aussi qui est très important pour expliquer la robustesse, c'est que si 50% des bursts sont perdus, on va quand même réussir à comprendre l'information et à avoir une transmission qui va être effectuée avec succès.
Et c'est ça qui vraiment change la donne et qui permet potentiellement aussi de passer des difficultés techniques liées au contexte d'installation euh, et avoir une très bonne pénétration. Par exemple, le cas d'usage classique, un compteur qui est monté dans une cave. Déjà sortir de la cave, c'est pas forcément évident, mais sortir d'une cave qui est à 10 km du récepteur et quand même réussi à être reçu de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose qui, pour MyOT, semble simple et qui pose problème pour d'autres technologies. Au-delà de cette couche radio, il y a une couche Mac qui vient avec le standard, qui apporte un certain nombre de facilités. Même si cette couche Mac n'est pas obligatoire, on peut venir avec sa propre couche Mac, c'est ce qu'on verra un tout petit peu après. Et c'est ce qui offre aussi de la flexibilité. Le cas d'exemple simple, c'est qu'un compteur aujourd'hui, si on utilise une couche applicative de type standardisé OMS, on va être capable de réutiliser cette couche applicative, de ne pas du tout toucher à la façon dont on code les données, dont on chiffre les données, mais par contre changer la façon dont on transporte les données au niveau radio, et donc de bénéficier de l'avantage de la technologie MyOT sur la partie transport, tout en offrant la possibilité d'avoir quand même une technologie autonome via cette couche Mac et donc de proposer, grâce à cette couche Mac MyOT, de proposer une technologie standalone qui est soit unidirectionnelle, soit bidirectionnelle avec préattachement ou attachement donc over the air, comme ce que peut proposer LoRa. Et ce mécanisme garantit la sécurité en point à point, donc avec une couche de chiffrement directement au niveau du réseau, plus une couche de sécurité applicative de bout en bout, qui va permettre de garantir la confidentialité des données. On a des mécanismes complémentaires, on est vraiment sur une technologie qui est à l'état de l'art. C'est facile en arrivant le dernier, j'ai parlé tout à l'heure de LoRa et de Sigfox. On arrive bien après ces technologies-là sur le marché, mais c'est vraiment une technologie qui profite des autres technologies existantes pour être à même de proposer en plus des niveaux de sécurité qui n'ont pas pu être intégrés sur les anciennes technologies. On a par exemple l'anonymisation des trames. Il n'y a pas moyen de savoir qui a émis une trame sans avoir les clés de chiffrement au niveau réseau, ce qui garantit même que l'on ne sait même pas qui émet quoi. Normalement, on a un identifiant, une adresse réseau dans le monde LoRa. Là, on n'a pas du tout ça. Et c'est vraiment un système de signature et de chiffrement des trames qui va être utilisé pour retrouver qui a émis la trame et pour être capable de comprendre la trame et de savoir qui l'a émise. Donc on est vraiment dans un système qui garantit euh, la confidentialité, mais aussi l'anonymisation et la non-répudiation, c'est-à-dire qu'on a la garantie de savoir qui a émis quelle trame et quand. J'en ai un petit peu parlé, mais il y en a tellement que j'en ai fait un point dédié. On va parler des avantages de cette technologie-là. En fait, on a un aspect technologique qui nous place vraiment loin devant les autres. On a des portées qui sont, là je parle de 5 km en zone urbaine, 15 km en zone rurale. C'est des portées qui sont pratiquement des minimums. Aujourd'hui, on a des déploiements sur site chez le client où on a de l'ordre de 10 à 15 km de portée en ville entre une gateway et un compteur installé dans une cave. Ça ne fonctionne pas de façon systématique, mais on a de l'ordre de 80% des zones au-delà des 5 km qui sont quand même couvertes et pratiquement 70% au-delà des 10 km. On a une basse consommation, j'ai écrit même une ultra basse consommation. Il faut voir que on est capable de faire des choses du genre 20 ans de durée de vie de batterie avec une batterie AA. Donc vraiment des choses qui sont
très très basse consommation malgré les capacités en termes de garantie de distribution et de portée. On va avoir quelque chose qui va être vraiment évolutif en termes de données. Euh, on a à peu près 3 millions de messages par jour. En gros, il y a 2 bandes aujourd'hui qui sont normalisées pour la partie 868 MHz. Sur chacune des bandes, on va avoir un peu plus de 65 000 messages par heure qui peuvent être garantis en termes de livraison. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va avoir un passage à l'échelle qui va être extrêmement simple. Une fiabilité et une sécurité qui est, j'ai envie de dire, c'est conçu pour. La technologie radio a vraiment été conçue pour avoir des performances qui sont très appréciables, y compris des possibilités de mobilité allant jusqu'à 120 km/h avec des systèmes qui vont permettre de compenser les drifts et les effets Doppler et tout ce qu'on peut avoir pour avoir, y compris des cas d'usage du genre tracking avec des équipements qui vont bouger jusqu'à 120 km/h. En face de ces avantages technologiques, on va avoir un certain nombre d'avantages qui sont des avantages commerciaux. On a vraiment une technologie qui peut être opérable dans le monde entier sur cette bande d'utilisation libre. Donc en fonction des pays, la bande des 868 ou des 434, la bande des 915, mais c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les pays. On a un réseau privé, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas d'un opérateur, on ne dépend pas d'une carte SIM, d'un contrat qu'il faut que l'on paye, avec potentiellement des blagues liées à pour cause de déploiement de 5G, je vais couper la 3G ou la 2G dans mon pays. Et donc, si on a encore des équipements qui sont longtemps sur site, il va falloir quand même être amené à les changer parce qu'ils ne seront plus compatibles avec le réseau déployé par un tiers. Là, on est vraiment dans un système où on est maître de soi, on est maître de son réseau et on a quelque chose qui est vraiment standard et pas du tout une technologie propriétaire, ce qui garantit le fait de pouvoir changer ces équipements et de ne pas être pieds et poings liés avec un fournisseur unique. Je vais prendre quelques exemples. Là, c'est l'exemple d'un produit de deal metering qui a été conçu à une époque où Mayotti n'existait pas. On a intégré Mayotti dans le produit sans redesign matériel. Donc, c'est vraiment un produit qui était là avec d'autres technologies radio, dont les technologies OMS, Wireless and Bus Mode T, pour faire du relevé mobile. Ces technologies-là, on les a laissées. On a juste fait une mise à jour au niveau du firmware pour être capable de proposer en plus d'autres technologies radio. Et là, dans le cas spécifique, on propose l'intégration de Mayotti. L'intégration que l'on a fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a intégré Mayotti en termes de couche de transport, mais on a gardé la partie applicative OMS qui garantit que pour quelqu'un qui veut récupérer les données et les traiter derrière, il n'y a pas de changement. On va avoir quelque chose qui va conserver les différentes certifications sécurité qui peuvent être imposées à des fournisseurs d'énergie ou des fournisseurs d'eau d'un point de vue certification sécurité du système. Donc on est vraiment sur je réutilise quelque chose qui existe. Et malgré ça, on va quand même avoir une durée de vie de 12 ans, alors qu'on a juste une batterie AA intégrée dans le module. Donc, c'est un clip-on radio pour compteur. Et on va être capable de proposer des portées de 11 km en ville, des relevés horaires sur 11 km, tout en proposant en parallèle le mode de relevé mobile via des trams de type OMS V4. Et ça, juste par une mise à jour de firmware, puisqu'on n'a pas été obligé d'intégrer de nouveaux composants au niveau du produit. Donc vraiment, flexibilité maximum, durée de vie de la batterie, tout en profitant des avantages de la technologie Mayotti. Et c'est bien là l'un des avantages premiers de cette technologie radio, c'est que les avantages en termes de portée, en termes de passage à l'échelle de cette technologie-là, ne se font pas au détriment de la flexibilité. On a la standardisation ETSI V2 qui maintenant est là
pour proposer encore plus de cas d'usage avec les équipements de classe B, donc avec les beacons qui sont également intégrés. On va avoir une intégration de IO-Link pour tout ce qui va être équipement et capteur au niveau industriel et un support de l'intégration des technologies OMS de façon native dans le système. Pour finir, j'aimerais aborder avec vous un petit comparatif. En gros, Mayotte nous permet de ne pas avoir de compromis. Et c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. On est capable d'avoir des trames courtes, mais aussi des trames longues. On va avoir des trames de 10 caractères, mais également de 250 caractères sans aucun problème. On va avoir quelque chose qui va avoir des grandes portées, une faible consommation électrique, et quand même quelque chose de standard. Des cas d'usage de déploiement, donc ça c'est vraiment des retours qu'on a de déploiement chez le client, une comparaison directe avec LoRa sur des compteurs montés sur site, dans des puits, dans la rue ou dans des caves. Les différences de portée sont sans aucun équivoque. On va avoir des portées x10. Des exemples de déploiement en termes de portée réseau, une technologie OMS standard, ça va être quelques centaines de mètres. LoRa, on va être déjà beaucoup mieux avec des portées qui vont être beaucoup plus importantes et donc bénéficier d'une infrastructure moindre au niveau du déploiement en termes de gateway. Mais avec Mayotte, on change de braquet et on a vraiment un passage à l'échelle qui est absolument phénoménal. Ça se traduit par par des déploiements qui nécessitent vraiment une infrastructure très réduite. Quand on voit les publications de l'Alliance LoRa, où on tombe sur des chiffres qui sont plutôt de l'ordre de un appareil, donc une gateway tous les 100 nœuds, là on est très très loin. On a des déploiements chez les clients où on parle de pratiquement 10 000 compteurs, plus encore des capteurs sur une seule gateway. Et ça juste marche en fait, puisqu'on n'a pas toute cette problématique de collision. Ça se traduit bien évidemment sur un coût qui va être beaucoup plus réduit. Et donc, on va se retrouver à avoir une infrastructure qui va coûter beaucoup moins cher qu'avec d'autres technologies, de par ses portées. On a, là, c'est un exemple d'un de nos clients qui a pu passer à seulement 17 gateways au lieu de 40 pour son cas d'usage de déploiement de compteurs. Et l'itération au niveau du réseau en ajoutant des capteurs pour étendre le cas d'usage de la partie juste compteur, donc smart metering à smart city, où on est passé donc de 30 000 nœuds à 90 000 sans changement au niveau de l'infrastructure, et on avait vraiment gardé nos 70 gateways, alors qu'un déploiement LoRa, on aurait nécessité l'ajout de gateway, donc l'augmentation du coût d'infrastructure. Là, on est vraiment sur un système qui passe à l'échelle, en fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur la partie Mayotte. Donc vraiment une technologie radio qui se différencie des autres de par sa robustesse, de par sa portée, tout en conservant la main sur le réseau, la main sur les formats de données et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique en termes de technologie. Voilà. Je ne vois pas de questions pour le moment sur le chat. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne un petit peu plus d'informations. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos canaux LinkedIn. Vous y retrouverez davantage d'informations, des white papers pour aller plus loin. Il y aura d'autres épisodes sur ce webinaire pour aller un petit peu plus loin sur l'intégration de Mayotte dans la version 5 de la partie OMS, par exemple, où on parlera un petit peu plus loin de comment est-ce qu'on peut intégrer ce genre de système ou d'autres sujets. Voilà. Donc, je vous retrouverai peut-être dans le cadre de ce prochain webinaire. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt.
Merci en tout cas pour votre temps.